Oui, monstre au train, j'assume totalement la formule. Parce que même si au premier regard, ce train vert là, le train de la dynastie des Kim, il a surtout l'air vieux, et ben quand on regarde la fiche technique, on se rend rapidement compte que c'est un pur monstre sur rail. Les vitres teintées sont surtout entièrement blindées, comme le toit, les parois ou les planchers des wagons. Si bien que ce véritable engin de guerre ferroviaire résiste à la fois aux balles et aux explosifs. C'est une sorte de gros tank sur rail, qui dispose également d'armes d'assaut et même d'un hélicoptère de secours embarqué. En cas de pépin, il peut également faire marche arrière si une embuscade est détectée, et de toute manière, quand le dictateur nord-coréen voyage dedans, il emprunte tout un tas de tracés inattendus, bordés de bout en bout par des légions de soldats. Et pour éliminer tous les risques d'attentats subsistants, quand le train passe par une gare, toute l'électricité y est simplement coupée. Et cette partie de la fiche technique, c'était que pour le volet défense. L'intérieur du monstre au train est également démentiel, puisqu'il dispose de nombreux salons luxueux, à la décoration au goût discutable, mais qui laissent clairement plus de place pour les jambes que les wagons des TGV inouïs. Il y a des salons, des salles de réunion, des salles de réception, et puis surtout une véritable tour de contrôle aux murs tapissés d'écrans plats qui permettent au petit Kim de discuter sur Zoom avec ses petits camarades et accessoirement de balancer quelques ogives nucléaires au-dessus des pays voisins s'il lui en vient l'envie, grâce à une connexion satellitaire. Allez, dernières anecdotes pour la route, les diplomates qui ont eu la chance de voyager dans le train, à l'invitation des dirigeants suprêmes successifs de la Corée du Nord, racontent qu'on y trouve des aquariums contenant des homards vivants, des caisses de décalitres de vin français, et que des wagons sont entièrement dédiés au transport du personnel de plaisance des Kim, comprenant des médecins, des femmes de compagnie et des chanteuses. Oubliez la carte liberté de la SNCF, là on a un véritable service de qualité premium pour gentilshommes bien élevés, un véritable palais roulant, un château ambulant, mi-Ayao, mi-Qatari, et cerise sur le gâteau, on peut même fumer dedans. Ouais, des wagons fumeurs en 2023, il y a de quoi péter un câble. Le revers de la médaille, c'est qu'avec tout ce poids, le monstre au train se traîne à une allure lamentable de 60 km/h. Mais j'ai dans l'idée que si on avait ce genre de train en France, il y aurait pas mal de ministres qui aujourd'hui préfèrent prendre l'avion parce que ça va plus vite, qui d'un coup rechigneraient beaucoup moins à passer une journée pour faire Paris-Lyon. Bon. Il reste que le principal atout de ce train, c'est la sécurité. Et c'est une tradition qui remonte chez les Kim à l'établissement de la Corée du Nord en 1948. À l'époque, s'inspirant de Staline, qui préférait lui aussi le ferroviaire, Kim Il-sung, le grand papy de Kim Jong-un, fit bâtir le premier monstre au train. L'aérien était en effet considéré, et probablement à juste titre, comme un moyen de transport faisant une cible idéale pour les attaques visant à éliminer les Very Important Persons. C'est d'ailleurs un triste accident d'avion qui a eu raison de Evgeny Prigojine, le patron de Wagner qui s'était rebellé contre Vladimir Poutine, ou il y a quelques années un autre accident d'avion qui avait décimé l'intégralité du gouvernement polonais de l'époque. C'est pas de chance. Mais au-delà de la sécurité, les Kim, Il-sung, Jong-il et aujourd'hui Jong-un, en ont fait une véritable institution, dont le prestige se mêle à leur prestige personnel. En témoigne le fait que les monstres au train utilisés par les deux premières générations de Kim soient aujourd'hui exposés avec leur corps dans leur mausolée à Pyongyang. Enfin, si ce titan ferroviaire revient sur le devant de la scène maintenant, donnant lieu à la publication de dizaines, voire de centaines d'articles à travers le monde, expliquant encore et encore à quel point l'engin était indestructible, luxueux, bref, un moyen de locomotion absolument sans faille pour transporter l'illustre postérieur du dictateur Kim Jong-un, ce n'est pas pour une nouvelle innovation exagérée ou étonnante. Non, le monstre au train c'est toujours le même, il fait simplement l'actu parce que le leader éternel coréen est sorti de sa péninsule pour se rendre chez son non moins autocratique homologue russe, Vladimir Poutine. Et c'est pas quelque chose qui arrive souvent, Kim Jong-un qui sort de Corée du Nord. La dernière fois, c'était en 2019. Et cette escapade trépidante à l'étranger, Kim l'a effectuée évidemment dans son monstre au train. Alors, les journalistes d'abreuver le monde d'articles, un peu comme je viens de le faire, vantant avec stupéfaction les caractéristiques de cet insubmersible de la terre ferme, soi-disant un moyen absolument 100% sécurisé de voyager quand on est un type détesté par les 3/4 de la population mondiale. Mais en lisant tout ça, je me suis rendu compte d'un truc. En tant qu'amateur de train, mais aussi en tant qu'expert. Enfin... En tant que grand spécialiste très expérimenté dans le domaine d'ouvrir sa gueule sur des sujets que je connais mal, j'ai compris immédiatement que toute cette mascarade n'était pas possible. Même qu'il y avait une information à côté de laquelle la plupart des journalistes et des experts en géopolitique étaient passés, qui dévoilait pourtant au grand jour une faille qui allait permettre à ceux qui souhaitent attenter à l'intégrité du potentat de briser le mécanisme bien huilé de ce cauchemar sur rail. Et cette faille, vous aussi, vous pouvez la comprendre instantanément en regardant ce schéma. C'est pas limpide ? Ok, si maintenant je vous montre cette carte, vous l'avez ? Et si on met les deux côte à côte, on retrouve les couleurs sur le petit schéma associées avec des pays sur la carte. Je pense qu'à ce stade, il y en a peut-être certains qui l'ont, s'ils l'avaient pas dès le début. Les couleurs semblent associer les pays avec des longueurs.
1435 mm pour l'Europe et l'Amérique du Nord, 1520 pour les pays de l'URSS, 1067 mm pour le Japon. Je vais résister à la tentation d'introduire la moindre blague scabreuse et unfunny à ce stade de la vidéo et mettre fin au suspense. Ces longueurs, ces distances, ce sont des écartements, et vous avez peut-être fini par faire le lien avec le train de Kim Jong-un, ce sont des écartements de rails. Bon, aujourd'hui on a pas mal de moyens de transport qui circulent sur des rails. Le train, le tramway, la plupart des métros, enfin bref, une variété de véhicules qui ont carrément la cote, car au-delà d'être ultra stylés aux yeux des ferrovipates comme moi, dans un contexte de changement climatique, ils sont très à la mode, car réputés plus propres que leurs concurrents volants ou roulant sur des routes. La première explication à cela, c'est que comme le rail est fixé sur le sol et qu'il ne va pas bouger dans le temps, ça suit toujours le même trajet, on peut apporter de l'énergie en direct au véhicule même s'il est en mouvement, soit grâce à des installations électriques aériennes fixes pour les trains et les tramways, soit directement à travers le rail pour les métros. L'avantage d'apporter directement de l'électricité au véhicule, par rapport aux voitures ou aux avions qui vont embarquer du carburant, Je suis devant une station-service. c'est que potentiellement cette énergie, elle est produite par de l'éolien, du solaire ou du nucléaire, qui sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre que les énergies fossiles. Mais en fait, même si notre train y roulait avec du charbon, ou alors avec de l'électricité produite par des centrales à charbon parce que t'as décidé d'arrêter le nucléaire, coucou les Allemands, ben même avec de l'énergie sale, le train ça reste beaucoup moins polluant que les autres moyens de transport. En fait, l'avantage du rail par rapport à des roues en caoutchouc qui rouleraient sur du bitume, c'est que les frottements vont être très inférieurs entre les essieux, les roues du train, et le rail qui les supporte. Pour qu'une roue puisse rouler sur un support, ça présuppose qu'il y ait une forme de frottement, sinon on glisse. Sauf que ce frottement, c'est une des principales sources de dissipation d'énergie. Faites le test, si vous frottez vos mains comme ça, vous allez voir très rapidement que ça retient, donc ça fait perdre de la vitesse, et puis ça chauffe. Donc en fait, c'est ce qui se passe quand on frotte une roue sur un support, ça fait dissiper de l'énergie de mouvement, de l'énergie cinétique, en chaleur, en calories dans l'atmosphère. Une voiture, si elle n'est plus propulsée, elle ralentit progressivement parce que les frottements dissipent son énergie. Donc plus les frottements sont forts, plus il va falloir apporter de carburant et donc d'émettre du CO2 pour maintenir sa vitesse. Et des roues en acier sur un rail en acier, ça réduit les frottements de 85 à 99% par rapport à du caoutchouc sur du bitume. Vous voyez bien que la différence elle est quand même considérable, on parle presque d'un facteur 10. C'est pour ça que le train et le rail ont eu leur premier âge d'or à l'époque de la révolution industrielle et de la découverte de la machine à vapeur. Avec ces nouvelles sources d'énergie relativement faibles qu'on venait de découvrir, les méthodes utilisées pour consommer de l'énergie n'étaient pas du tout optimisées. Donc les trains, qui sont très économiques du point de vue énergétique, ils ont constitué un moyen accessible de déplacer de gros volumes de marchandises ou d'humains. Après, on n'a pas attendu James Watt pour commencer à fabriquer des rails vu comment ils sont avantageux. En Europe, on utilisait déjà des rails en bois dans les mines au XVe siècle, parce que même si ton chariot rempli de minerais, tu le tires à la force de tes bras, si tu peux économiser un peu d'huile de coude en le faisant circuler sur un transport guidé, tu fonces, vapeur ou pas vapeur. La raison pour laquelle ce moyen de transport qui semble parfait n'est pas utilisé partout où il peut l'être, c'est que le rail, il faut l'installer, et que ça coûte bonbon. En anglais, et je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en français, on dit que c'est infrastructure intensive. Intensif en infrastructure. Ce qui veut dire que tu as besoin de beaucoup d'investissements, de construire beaucoup de choses pour pouvoir t'en servir. Contrairement par exemple à une montgolfière qui a besoin simplement de pouvoir décoller et d'atterrir. Il n'y a rien à construire. C'est ça qui fait qu'avec le développement de cette technologie, le réseau ferroviaire mondial s'est construit progressivement, petit à petit. D'ailleurs, au début, il s'agissait surtout d'infrastructures privées. Les entreprises qui faisaient de l'exploitation bâtissaient elles-mêmes des petits rails pour transporter par exemple des minerais, justement des mines, vers les manufactures où elles allaient être transformées. Mais rapidement, l'usage se démocratise en Europe et on voit fleurir des infrastructures publiques destinées à transporter du public, c'est-à-dire vous et moi. Et aussi des infrastructures qu'on va louer à des entreprises pour qu'elles puissent y déplacer leurs marchandises. Tout ça fait qu'on ne va plus tout simplement d'un point A à un point B. On a envie de pouvoir connecter les réseaux afin d'optimiser et de rendre le plus de déplacements possible. Les différentes voies doivent désormais s'interconnecter afin de permettre au train de circuler d'un bout à l'autre du pays. Plus on interconnecte, plus le nombre de trajets différents est possible et donc plus il y a de business. Et c'est à ce moment-là, quand on commence à parler d'interconnexion, que la question de l'écartement des rails se pose. Oui, parce que pour que les roues du train qui sont à écartement fixe, ça bouge pas, c'est fixé, elles puissent rouler sur les rails qui pareil, eux sont à écartement fixe, il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux. Donc t'auras beau connecter deux réseaux, s'ils n'ont pas le même écartement de rails, les trains quand ils vont arriver, ils ne pourront plus continuer. Il va falloir soit carrément changer les essieux du train pour qu'ils puissent continuer, soit déplacer les marchandises ou les personnes pour les embarquer sur un autre matériel. C'est un phénomène qui est très connu en logistique, on appelle ça une rupture de charge, et ça va se produire dès qu'on va changer de moyen de transport. Par exemple, si des camions vont livrer les marchandises pour qu'elles soient embarquées dans un bateau, ou alors si le train va déposer pour que ce soit monté dans un avion. Tout ça, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent afin de déplacer les marchandises. En plus, ça va souvent nécessiter du stockage, parce que tout simplement, les camions ils vont arriver au compte-gouttes, alors que le cargo, lui, il part en une seule fois
il a une capacité qui est bien supérieure à celle des camions. Et toutes ces opérations conséquences de la rupture de charge, elles vont immobiliser des marchandises ou des personnes, ce qui va les exposer à de nombreux risques, que ce soit des risques accidentels, des pertes, des accidents liés à la manutention, ou des œuvres malveillantes. Et en fait, quand j'ai entendu que Kim était allé de la Corée du Nord à la Russie en train, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Les Coréens, ils ont du 1435 et les Russes du 1520. Et elle est là notre faille. Pour pouvoir passer d'un réseau à l'autre, le monstre au train va devoir être immobilisé, victime de la rupture de charge. Et c'est à cet instant qu'il sera probablement le plus vulnérable à toute forme d'attaque. Parce que la solution, pour pouvoir faire passer un véhicule à écartement fixe sur un réseau qui a un écartement différent, c'est notamment de remplacer l'intégralité des roues, des essieux et des bogies. On soulève le train, on enlève, on remplace. Et à l'heure actuelle, c'est la solution la moins pire qu'on ait trouvée. On a imaginé plein de trucs qui permettraient de passer sur deux réseaux, mais ça marche pas très bien. Et c'est une opération qu'on fait à plein d'endroits. Par exemple, dans la ville de Brest. Oui, Brest, c'est une ville européenne à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, et on y effectue ce genre d'opération. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que non seulement la ville s'appelle Brest, comme le Brest du Finistère, mais en plus, elle a genre 350 000 habitants. C'est presque le triple du Brest breton qu'on a que 150 000. En quelque sorte, ça la rendrait presque légitime pour devenir le Brest officiel. Après, la question éternelle pour savoir si Nantes est en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, je vous présente le nouveau débat. Brest est-il en Bretagne ou en Biélorussie? Enfin, si on revient à nos essieux, cette rupture de charge, ça veut dire que le monstre au train de Kim Jong-un, pour passer la frontière, il va devoir s'arrêter. Et en principe, ce genre de changement d'essieu, ça prend au moins 2 heures. Alors voilà, c'est là qu'il faut l'attaquer le train. Comme dans toute autre forme de logistique, c'est lors de la rupture de charge, quand il est immobilisé, un endroit prévu à l'avance pour une durée incompressible, que le convoi est le plus vulnérable. Je crie parce que je sais pas pourquoi je crie. Bon, évidemment, j'ai pas vraiment pour projet d'attaquer le train de Kim Jong-un, et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, on a globalement mieux à faire. Mais ce sujet, j'ai eu envie de l'aborder, en profitant de cette actualité un peu cocasse, parce que je le trouve personnellement passionnant. Au-delà du fait que les trains c'est stylé, il met en exergue 2 mécanismes qui montrent à quel point la géopolitique et la technique s'influencent l'un l'autre. Dans le premier cas, on voit clairement que la géopolitique peut influencer la technique. On a un exemple de ce qu'on appelle une guerre de formats. C'est-à-dire qu'on parle de circonstances où utiliser des formats différents et incompatibles mais qui servent à faire la même chose est une stratégie volontaire qui cherche consciemment à limiter la coopération. Parce que si ton format devient majoritaire et que t'en es propriétaire, les nouveaux entrants, ils ont intérêt à se caler sur toi, ce qui augmente l'avantage compétitif de ton format jusqu'à arriver au monopole. Dans le cas de l'écartement des rails, on a pu l'observer quasiment dès les débuts de l'explosion du trafic ferroviaire. Au 19e siècle en Angleterre, même si ça me fait mal de l'admettre, les British étaient clairement en avance sur le sujet et développaient une industrie et une expertise. Sauf qu'au sein du pays même, on y retrouvait 2 types de formats. Le classique 1435 mm qui était utilisé par l'immense majorité des entreprises, mais également le 2140 mm qui était poussé par une entreprise qui s'appelait la Great Western Railway Company, qui exploitait en gros le réseau qui était situé entre Londres, le Pays de Galles, le sud-ouest de l'Angleterre et les territoires dans ce coin-là. Et ben cette boîte, qui était en pleine croissance, elle a fait le choix d'utiliser volontairement un format différent pour écraser toute concurrence sur ces territoires. Son but, comme elle était dans les plus grosses, c'était de rendre ça pas très intéressant pour des entreprises émergentes de venir sur ces terrains-là, parce que c'était pas le même écartement. Comme ça a l'air d'être une solution ok simple qui va vraiment découper les territoires, mais dans la réalité, les trains ils avaient vraiment besoin de circuler. Et ça va provoquer encore des ruptures de charge qui vont faire perdre du fric à tout le monde. Le gâchis il était tellement monumental et les entreprises tellement incapables de trouver une solution au problème que le gouvernement anglais, qui est pourtant de tradition plutôt libérale et pas trop interventionniste, c'est vous en Margaret Thatcher à la une de Libé. Ça vous a plu? A été obligé de rentrer dans le jeu et de promulguer un standard. Et bien fait pour la Great Western Railway, c'est le 1435 qui va avoir gain de cause. Et c'est cette avance en ferroviaire et en standardisation que je suis obligé de concéder aux Britanniques qui leur ont permis d'imposer en exportant cet écartement standard dans le reste de l'Europe. Ça va même finir par devenir en 1922 par un décret d'une organisation internationale le standard absolu pour le ferroviaire. Pourtant, quand on regarde sur la carte, on se rend compte à quel point le standard ne s'est pas vraiment imposé dans le monde entier. On voit que les relations géopolitiques ont fortement influencé les chemins technologiques empruntés. On retrouve le bloc occidental et le bloc soviétique de manière assez évidente. L'Afrique quant à elle est littéralement coupée en deux, entre les anciennes colonies anglaises et les anciennes colonies françaises. Je veux dire, c'est complètement abusé. Regardez en Afrique de l'Ouest, la répartition des écartements par rapport au contrôle des territoires en 1922, c'est abusé, on peut littéralement superposer les 2 cartes. On comprend ici que cette différence, c'est un outil pour limiter les échanges entre les colonies concurrentes. Parce que ça n'a littéralement aucun intérêt d'avoir des écartements différents, c'est même pas les mêmes écartements que ceux des pays colonisateurs. Ce découpage, on le retrouve aussi en Asie du Sud, entre le sous-continent indien sous contrôle anglais et les pays de l'ancienne Cochinchine qui étaient sous contrôle français.
On notera aussi que les pays insulaires, l'Irlande, le Japon, l'Indonésie, ont adopté à peu près ce qui les arrangeait le plus. Ah ouais, y a pas d'enjeu, puisque pour rappel, les trains, ça roule pas sur l'eau. L'Amérique du Sud, c'est également un gros bordel. Mais là, ça dépasse mes maigres connaissances en géopolitique, donc si ça fait kiffer quelqu'un d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, n'hésitez pas et écrivez ça en commentaire. Pour tempérer un peu, on rajoutera que certaines de ces différences peuvent s'expliquer par des contraintes techniques tout de même. Parce que plus l'écartement va être serré, plus on va pouvoir faire des virages serrés. Et notamment c'est le cas en Suisse dans les montagnes où ils vont avoir besoin de serrer vachement. On s'en fout en fait. Mais clairement, dans la plupart des cas, c'est la géopolitique qui a peint cette carte d'autant de couleurs qu'une robe d'essigoual de prof d'espagnol. Vous pourriez me dire que ces différences sont simplement des vestiges du passé, mais encore aujourd'hui, les alliances et les grands projets géopolitiques continuent d'influencer les nouvelles voies. Par exemple, l'Ukraine, qui depuis une décennie s'éloigne de la Russie pour se rapprocher de l'UE, a également entamé une transition pour passer du 1520 au 1435. À l'autre bout de la planète, c'est la Chine qui va financer, dans le cadre de son grand projet des nouvelles routes de la soie, des lignes à grande vitesse et écartement standard chez ses voisins qui n'en possèdent pas, comme dans le cas du projet Kunming qui devrait relier l'Empire du Milieu avec le Laos, le Vietnam et Singapour. Bref, dans tous ces exemples, on voit comment des pays dominants vont utiliser ce standard pour affermir leurs liens avec les pays dominés. La géopolitique influence le choix technique. Mais le revers de cette médaille, c'est qu'en retour, la technique va influencer la géopolitique. Parce qu'on l'a dit, une guerre de format, ça a un coût, et ça va limiter la coopération économique. Mais le truc, c'est qu'on sait bien que c'est le contexte économique et justement cette coopération qui vont déterminer les alliances, les rivalités, voire les guerres. On le voit notamment en Afrique, où même si le sujet commence tout juste à être défriché, on remarque que la découpe des chemins de fer vient renforcer la segmentation économique et politique de la région, même si j'avoue que c'est loin d'être le seul facteur. Et à l'inverse, pour reboucler avec la Corée du Nord, et parce que j'aime bien finir sur du positif, le fait que les deux Corées utilisent le même écartement standard a permis l'émergence de projets de réunification ferroviaire des deux pays. Et malgré une ambiance qu'on pourrait qualifier de pas ouf ces dernières années dans la péninsule et de manière générale dans la région, le président de Korail, la SNCF de Corée du Sud, appelait encore en 2022 à la poursuite des ouvertures de lignes communes entre Corée du Sud et Corée du Nord, évoquant des retombées économiques potentielles massives et qui, je cite, transcende les enjeux politiques. La technique, qui permet la coopération économique, va à son tour avoir un impact sur les relations géopolitiques. Je trouve ça d'ailleurs assez marrant que le type dise que ça dépasse la politique, alors que ça me semble être la plus belle illustration d'à quel point les deux sujets sont liés. Un peu comme ce commentaire qui m'avait beaucoup fait rire sous ma dernière vidéo. La politique n'a rien à foutre dans la science, mon petit. Eh bah si, et c'était encore une fois l'objet de ma démonstration. Et pour ceux qui s'en inquiéteraient, je vous rassure, mon petit cul de bolchevique va très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette boucle technique géopolitique vous aura plu. Je trouve ça ouf de voir à quel point une poignée de centimètres peuvent être à la fois un produit et une influence des soubresauts de l'histoire. Et puis globalement, le ferroviaire, c'est un de mes sujets techniques préférés et j'avais encore jamais eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, donc j'espère que l'angle vous aura plu. De mon côté, je vous prépare bien sûr d'autres vidéos, un peu plus costauds, hein, mais ça prend du temps, alors j'ai eu envie de rebondir sur cette petite actualité marrante. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous rendre sur les plateformes entre les voitures pour passer vos appels téléphoniques. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Gros bisous. 신성한 동지